Bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, n'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'accueille deux invités qui vont nous parler sans détour de leur profession, qui reste assez mal connue et qui est souvent caricaturée, notamment au cinéma. Il s'agit du métier d'huissier de justice. Mais ce serait une erreur de réduire la profession à cette seule dimension coercitive, qui est loin d'être l'activité la plus importante de ce juriste, qui est avant tout un juriste de proximité. Bonjour à toutes les deux et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 7e épisode du podcast Tout droit tout simple. Claire Villeroux, vous exercez comme huissier de justice à Rennes et Christine Vallès, vous exercez à Toulouse et vous êtes également membre de la Chambre nationale des commissaires de justice, section huissier de justice. Cet instant, je crois, a entre autres comme mission de représenter la profession auprès des pouvoirs publics en France et à l'étranger. Alors, l'huissier de justice est un juriste de proximité qui est assez incontournable dans notre quotidien. On le voit notamment dans les jeux concours à la télé où on fait beaucoup appel à eux pour l'état des lieux immobiliers. Ça, c'est nous, notre quotidien. Mais tout comme le notaire, c'est un officier ministériel qui a le monopole de certaines activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions monopolistiques ? Oui, bien sûr. Merci à vous de nous avoir conviés. C'est toujours avec grand plaisir que l'on accepte des invitations pour parler bien sûr de notre métier, de nos fonctions. Peut-être que ma consoeur pourra aussi donner des explications sur ce que nous faisons au quotidien. Peut-être qu'Avi, tu peux commencer. Merci Christine. Ouais. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour participer à ce podcast aux côtés de Christine. Alors, si on veut d'abord vous expliquer quelles sont nos activités monopolistiques, on peut déjà rappeler que l'huissier de justice est une profession réglementée du droit. Nous sommes nommés par le garde des Sceaux, nous sommes des auxiliaires de justice et on est soumis à une stricte déontologie. Nous exerçons au quotidien nos activités avec neutralité, impartialité, honneur et probité. Et c'est important de le mentionner puisque nous sommes des tiers de confiance et c'est la raison pour laquelle le législateur nous confie nos missions monopolistiques que sont la signification et l'exécution des décisions de justice. Alors, si on veut déjà éclairer nos auditeurs sur ce qu'est la signification, alors la signification par huissier de justice, c'est une notification réalisée par huissier. C'est donc la transmission d'une information de manière officielle à un destinataire et on porte à la connaissance des personnes une information soit dans un cadre juridique, c'est-à-dire par exemple une assignation, une signification de jugement, ou en extrajudiciaire, comme une sommation de payer, un congé en matière de bail commercial ou de bail d'habitation. Donc autant d'informations très importantes que l'on va communiquer au destinataire. Et concrètement, donc, pour réaliser cette mission, on se déplace au domicile du destinataire et on remet l'acte de procédure au destinataire en main propre. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon procédural la remise à personne. Le code de procédure prévoit bien une hiérarchie dans les modes de signification et nous explique qu'on signifie à la personne du destinataire ou à domicile ou à études ou en recherche infructueuse. Donc, tout est très structuré et organisé au niveau procédural. Et la signification par huissier apporte une valeur juridique qui est forte et reconnue par la loi. Et donc, toute notre plus-value réside dans le fait que l'acte que l'on transmet à une date certaine, puisque c'est le jour où nous sommes passés qui fait foi. Le contenu de l'acte est vérifié avant la signification puisque nous sommes responsables de nos actes et nous attestons de la certitude de la remise et de la certitude du domicile. Les enjeux sont importants puisque c'est potentiellement la nullité de la procédure qui peut être engagée si notre travail n'est pas bien réalisé.
Et en fait, au quotidien, c'est une mission qui nous apporte beaucoup de piment, puisque très souvent, on nous appelle en urgence. L'acte doit être rédigé et signifié le jour même avec souvent plusieurs destinataires à des adresses différentes. Certaines adresses sont erronées, certaines adresses sont incomplètes, certaines adresses ne sont plus du tout d'actualité. Certains actes doivent être heurés, certains actes nécessitent le respect de règles procédurales très strictes. Si par exemple le destinataire n'est pas présent au domicile, qu'est-ce qui se passe? Tout notre travail, c'est d'attester qu'on est bien au bon endroit et on doit le justifier, ça. Et une fois qu'on a la certitude de la réalité du domicile, on peut effectivement, si on ne parvient pas à le rencontrer, signifier en laissant un avis de passage et en déposant l'acte à notre étude. Mais tout notre raisonnement est justifié, écrit, et le magistrat doit pouvoir suivre tout ce qui justement a justifié qu'on ait pu signifier de telle ou telle façon. Et ça, c'est vraiment un rôle. En fait, si je peux me permettre, pour les étudiants, le grand principe, c'est d'abord de vérifier l'exactitude du domicile. C'est le principe de l'unicité du domicile. En droit français, on n'a qu'un domicile. Et donc, toutes les notifications, significations, surtout les significations, sont faites au domicile de la personne. Donc, la première mission de l'huissier, comme l'a bien expliqué Carly, c'est de vérifier cette exactitude de domicile par différents éléments. Et lorsque, effectivement, on n'arrive pas à trouver des éléments, boîte aux lettres, voisins, nom sur l'interphone, etc., qui nous permettent d'avoir cette certitude du domicile, le droit est bien fait. Nous pouvons utiliser un article du Code de procédure, qui est l'article 659, qui va nous permettre de valider la signification en dressant un procès-verbal très circonstancié de toutes les diligences que l'on a effectuées pour s'assurer de cette certitude du domicile. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a une connaissance ou une présomption de domicile, on doit arriver à signifier et envoyer l'information par un système très hiérarchisé. Il peut arriver qu'il y ait des homonymes. Est-ce que vous êtes chargé de vérifier l'identité ou c'est vraiment l'adresse qui va prévaloir, si je puis dire? En premier lieu, c'est l'adresse. La personne est censée habiter à son domicile. Ensuite, nous, notre obligation, c'est de demander, est-ce que vous êtes bien monsieur XY? Oui, je suis monsieur XY. Et nous, dans nos actes, on mettra que c'est bien monsieur XY ainsi déclaré. Donc, la vérité, si vous voulez, de l'identité ne repose pas sur nos épaules. Nous, on doit demander et elle repose sur la réponse qui aura été faite. Mais bien évidemment, que lorsque l'on va signifier, on peut vérifier la date de naissance si on l'a, mais ce n'est pas un caractère obligatoire de nos actes. L'état civil complet du débiteur ne figure pas obligatoirement sur les actes du huissier de justice. Voilà. À chaque acte remis, on va écouter le justiciable et lui rappeler quels sont ses droits, notamment s'il y a des voies de recours, ça va être l'occasion de porter un message clair. Au-delà, bien évidemment, de l'acte de signification, Kervin l'a expliqué, il faut rencontrer la personne. C'est pour ça qu'on privilégie la signification à domicile, à personne, parce qu'on se doit bien sûr d'expliquer pourquoi, quelle est la nature de l'acte, qu'est-ce qu'on fait là, quels vont être les droits et obligations de la personne. Et il faut aussi souligner que la signification, l'acte de signifier, participe à la qualification du jugement. Lorsqu'ensuite le magistrat va avoir une assignation dans les mains et va vérifier comment cette assignation a été signifiée. Si elle a été signifiée à personne, on participera donc à la qualification du jugement qui sera un jugement contradictoire. Maintenant que vous nous avez bien expliqué dans le détail l'une de vos missions monopolistiques qui est la signification, est-ce que vous pouvez nous expliquer la deuxième mission monopolistique qui est l'exécution forcée? Alors, l'exécution forcée, Delphine, donc c'est une matière qui relève également de notre monopole. C'est l'exécution des décisions de justice et des titres exécutoires. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'étudiante, en tous les cas, moi, à la fac de droit, je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment, une fois que le droit est dit, il est appliqué. Pour moi, ça n'avait pas, à partir du moment où on avait obtenu une décision de justice, je pensais que assez naturellement le droit s'appliquait et c'est pas si simple que ça, puisqu'effectivement ce n'est pas le tout d'avoir obtenu une décision de justice, il faut
qu'elle soit exécutée par la partie perdante. Alors parfois l'exécution est volontaire, mais effectivement parfois l'intervention de l'huissier de justice est nécessaire. Schématiquement, parce qu'on ne va pas décliner pour les auditeurs l'intégralité des schémas de procédure, mais l'huissier de justice va rentrer en contact avec la partie perdante et lui faire commandement de payer ou d'exécuter ce qui a été prévu dans la décision de justice, pour dresser un tableau large. Et si la personne ne se manifeste pas, nous allons mettre en œuvre des saisies. Notre rôle est essentiel parce qu'en fait, par notre action, on protège les droits de la partie gagnante. Alors, les formes de saisie qu'on peut mettre en place sont multiples. On peut aussi agir à titre conservatoire et notre rôle de conseil est fort ici, puisqu'en fait, on va mettre en œuvre une stratégie pour mener à bien notre mission. Et souvent, moi, je dis que notre intervention ici est une partie de la solution. Dans la pratique du métier, en fait, notre objectif est de rentrer en contact avec la personne concernée pour trouver une solution par l'écoute active. C'est une exécution humaine au quotidien qu'on met en œuvre dans nos études, puisqu'on va trouver ensemble des solutions. Et pour y parvenir, il faut qu'on soit sur le terrain. Donc là, on a parlé de la signification, de l'exécution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on entend ce terme aussi assez régulièrement, qu'est-ce que c'est qu'un acte d'huissier ? Un acte d'huissier, c'est le support matériel de notre message. Cet écrit constitue l'acte d'huissier qui est fait en 3 exemplaires. Est-ce que je peux vous demander à l'une ou l'autre quelles sont les missions dites accessoires, mais qui sont tout aussi importantes, mais qui ne sont pas monopolistiques cette fois-ci? Avant de préciser les missions accessoires, il faut peut-être renforcer la notion médiane, qui est la notion d'activité concurrentielle. Kervi a parlé des activités monopolistiques, mais il y a des activités concurrentielles et des activités accessoires. Donc, très brièvement, l'activité concurrentielle, c'est une activité qui est exercée par d'autres acteurs du droit. Donc, ça peut être l'activité donc de recouvrement amiable, en concurrence aussi avec des cabinets de recouvrement. Donc, essayer de faire payer une personne sans avoir un titre exécutoire. Ensuite, nous avons la mission de constat. Le constat fait par un huissier de justice est un acte qui va permettre donc au magistrat ou à l'avocat de travailler ensuite sa procédure et ses assignations pour bien mettre en avant l'élément de preuve que l'huissier a tenté de rapporter. Donc, le constat, donc activité concurrentielle, et les ventes judiciaires et volontaires. Et à côté de ces activités concurrentielles, nous avons 3 activités accessoires: l'activité de médiation, l'activité d'assurance et l'activité dite d'administration de biens syndic. L'activité d'assurance est la plus ancienne, elle est tombée en déshérence et depuis quelques années, 2 ans maintenant, la Chambre nationale essaie de la faire revivre. Donc nous avons une petite promotion d'huissier de justice qui exerce aujourd'hui l'activité d'assureur. Et par contre, nous avons beaucoup d'administrateurs de biens syndics, plus de 1100 aujourd'hui huissiers de justice qui pratiquent ou qui se forment pour l'activité d'administrateur de biens, et l'activité de syndic aussi qui se développe, et nous avons beaucoup de demandes et notamment des demandes de formation pour accentuer pour développer cette activité. Je sais que pour les étudiants, des licences bien sûr spécifiques, administration de biens, gestion et syndic sont proposées par certaines facultés. Voilà. Merci pour ces précisions, Christine. Je suis sûre que cela intéressera les étudiants qui nous écoutent. Claire-Vie, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la dernière activité accessoire qui est la médiation ? Effectivement, c'est une activité accessoire que l'on peut exercer maintenant depuis quelques années. Moi, c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité de me former à la médiation, et notamment grâce à Christine qui porte en avant cette qualité d'huissier médiateur. Et c'est très enrichissant dans notre quotidien de développer cette compétence de médiation. Alors la médiation, c'est un MARD, donc elle fait partie des modes alternatifs de règlement des différends. C'est un processus structuré où le médiateur va permettre à ce que la parole se libère entre les deux médiés.
et à ce que les médiés, de par ce cadre en fait qui est tenu par le médiateur, puissent avancer pour trouver une solution ensemble. Et bien souvent, cette médiation, elle peut être donc soit conventionnelle, soit judiciaire, et elle va permettre soit de trouver une solution avant d'en arriver à la justice, ou soit même pour un dossier judiciaire, finalement, de s'orienter vers un autre chemin pour parvenir à une solution. Sous ce conflit-là qui est nommé judiciairement, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'émotion, et la médiation va permettre d'apporter une solution globale à la résolution du différend. Et je pense que l'activité de médiateur vient modifier, enfin en tous les cas, moi c'est ce que j'ai vécu personnellement, d'avoir une orientation métier qui s'enrichit de ses compétences de médiateur. Oui, oui, tout à fait. Je partage. Moi, ça a changé complètement ma vie. C'est d'ailleurs pour suite à des violents incidents physiques que j'avais subis à Toulouse et qui étaient liés aussi à mon changement peut-être aussi de ton et de posture que je n'arrivais plus à maîtriser parce que je faisais énormément d'exécutions forcées et dans des endroits difficiles. Donc, j'ai vraiment eu besoin de changer et d'apprendre parce que véritablement les mardes et toutes les techniques de communication qui sont autour n'étaient pas quelque chose, n'étaient pas une dimension intégrée dans la formation des huissiers, notamment de ma génération, puisqu'on était vraiment une profession d'autorité, où on exécutait beaucoup, où on était là vraiment pour appliquer le titre exécutoire. Les choses ont, la vie économique, la vie tout court, voilà, a énormément changé. Et c'est vrai que, Claire Witt, tu le dis parfaitement, au-delà de l'acte de médiation et de la réussite que l'on a en médiation, il y a aussi tout un panel de techniques que l'on utilise au quotidien et que l'on devrait d'ailleurs utiliser plus. Oui, c'est en fait effectivement la médiation, on parle beaucoup là d'humain et des techniques aussi d'intelligence émotionnelle. Enfin, et ça fait appel à énormément de tact et de. Donc, en parlant de ça, quelles sont pour vous les compétences ou les qualités à avoir pour remplir au mieux toutes vos missions d'huissier? Parce qu'il en faut énormément, mais l'humanité. Pour moi, c'est l'humanité, l'écoute, le respect, la confiance aussi. Et est-ce que vous avez vu, alors, parce que effectivement, ça fait 30 ans que vous exercez, est-ce que vous avez vu, vous, Christine, en 30 ans, une augmentation justement forte ou vraiment importante de la formation des huissiers en tant que médiateurs? Est-ce que vous le voyez aujourd'hui vraiment nettement? Alors, nettement, si vous voulez, ce qui est difficile pour nous, en fait, c'est la compréhension de la médiation. La médiation, en fait, est quelque chose qui se met en place très, très doucement et qui a qui a une interprétation textuelle qui est pourtant parfaitement lisible, mais ce que l'on en a fait en France, je veux dire, ne nous a pas aidés. Je m'explique. La médiation au sens strict du terme, c'est effectivement cette technique de communication essentiellement qui permet au médiateur de rester neutre, indépendant et impartial, mais ensuite il faut laisser les parties trouver elles-mêmes la solution à leur litige. Ça, c'est extraordinaire, ça fonctionne parfaitement dans ce que l'on appelle des litiges d'affect. Quand il y a beaucoup d'émotionnel dans un conflit, il est plus facile et très pertinent de laisser les parties trouver elles-mêmes la solution à leur litige. Dans notre cœur de métier, à nous les huissiers, où nous sommes sur des obligations souvent de paiement ou des obligations de faire, la dimension émotionnelle est beaucoup moins présente dans le contentieux. Je dis bien dans le contentieux, ça ne veut pas dire que nous, il ne faille pas avoir une posture qui puisse faire appel à l'émotion, mais dans le contentieux, nos clients ont besoin de solutions. Et donc, on s'est énormément bloqué parce qu'on utilise la technique uniquement de médiation au sens strict du terme, sans faire appel à tous les autres modes alternatifs de règlement des différends. Il faut absolument qu'on aille chercher véritablement ce qui va nous permettre d'amener des solutions et d'aller vers un résultat. C'est pour ça qu'il faut absolument
ouvrir le monde des marques et travailler tous dans le monde des marques. Juste pour compléter et rebondir sur ce que Christine nous indiquait, et j'en suis aussi complètement convaincue dans notre quotidien huissier, et toutes ces compétences humaines sont importantes aussi parce qu'on a besoin d'être de bons managers. Toutes ces qualités humaines sont aussi les clés du succès de nos structures, puisque on a un certain nombre de collaborateurs à manager, comme tout chef d'entreprise. Et ça, je trouve que c'est une dimension aussi intéressante à souligner. Alors maintenant qu'on a un peu mieux cerné toutes vos missions, qui sont quand même très nombreuses, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail quand et qui fait appel à vos services en particulier? Effectivement, la richesse de notre métier, c'est la multitude des situations dans lesquelles on retrouve l'huissier de justice. Et donc, finalement, tout le monde peut avoir un jour besoin d'un huissier de justice, que ça soit dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Donc, pour répondre à ta question, Delphine, qui fait appel à nos services? Ça peut être des particuliers, des entreprises privées, des entreprises publiques. Pour essayer de donner des exemples un peu concrets. Par exemple, cet après-midi, je dois intervenir sur un constat à la demande d'un particulier pour faire un état des lieux. Et puis après, je dois intervenir sur un autre constat, cette fois à la demande d'une entreprise de BTP. J'aurai également des actes à signifier, cette fois à la demande d'un artisan. Toute la vie économique est potentiellement a potentiellement besoin d'un huissier. Pour revenir moi à mon parcours, j'ai pas du tout fait mes études de droit pour être huissier de justice. J'ai fait un troisième cycle à l'époque, un DESS qui était stratégie et gestion de créances, parce que je voulais travailler dans le contentieux bancaire. Et puis, je suis venue frapper à la porte de l'étude pour découvrir cette profession que je ne connaissais absolument pas. J'ai fait un stage découverte d'1 semaine et j'en témoigne parce que en fait, c'est ce qu'on rencontre dans nos études beaucoup aujourd'hui. On est tout le temps dans l'urgence, en fait, on est toujours en disponibilité parce qu'il faut être réactif. On touche à tous les secteurs du droit. Donc, c'est un métier très vivant, très humain très divers, et très divers. Alors là, je vais m'adresser peut-être un peu plus à Christine, mais suite à la loi Macron, je crois, de 2015, la profession d'huissier de justice et celle de commissaire-priseur vont fusionner pour créer une seule et grande profession de l'exécution, celle de commissaire de justice. Donc la profession d'huissier va progressivement disparaître pour devenir celle de commissaire de justice. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette réforme et ce qu'elle va changer pour les huissiers ? Alors, cette réforme donc a été maintenant initiée depuis 2017. Cette réforme va permettre à 2 professions de l'exécution, alors une que la nôtre qui est caractérisée donc par l'exécution des décisions de justice, et une autre qui était chargée de la vente des biens saisis dans le cadre donc des ventes judiciaires. Donc les commissaires-priseurs judiciaires, je ne parle pas des ventes volontaires, mais les commissaires-priseurs judiciaires vont venir donc nous retrouver. Depuis donc maintenant plus de 2 ans, nous travaillons sur cette harmonisation et sur cette fusion des professions. Et la première chose à faire, c'était de préparer les générations futures et donc de travailler sur la formation pour pouvoir avoir donc des jeunes qui seraient bien évidemment très rapidement formés à la nouvelle profession de commissaire de justice. Mais comme les choses ne s'arrêtent pas brutalement, nous, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, continuons à exercer nos activités respectives et il a fallu essayer de voir comment on pouvait harmoniser les deux. Donc, on a travaillé en 2 temps. Le premier temps, de 2019 à 2026, nous avons une période qui s'appelle la période pour faire des formations que nous avons appelées formations passerelles, pour permettre de passer d'une profession à l'autre. Donc, nous avons construit ces formations, 60 heures pour les huissiers de justice, 80 heures pour les commissaires-priseurs judiciaires. Cette formation a véritablement connu un très réel engouement puisque la quasi-totalité de nos confrères sont formés aujourd'hui, mais on continuera bien sûr à permettre aux huissiers de justice diplômés ou aux commissaires-priseurs diplômés qui ne seraient pas dans les offices et qui auraient peut-être changé de voie et qui seraient dans des contentieux ou autres, bien évidemment de
pouvoir se former, parce que la sanction, c'est la perte de la possibilité d'exercer. Donc, ça peut être dommage pour quelqu'un qui n'est pas dans la profession, mais qui voudra peut-être y revenir un jour, de ne pas pouvoir passer cette équivalence. Donc, équivalence pour pouvoir exercer le métier de l'un et de l'autre. C'est la raison pour laquelle, quand on a cette équivalence, on peut être appelé qualifié commissaire de justice. En 2026, cela sera terminé, l'équivalence ne pourra plus être obtenue. Et en 2022, au 1er juillet 2022, donc la nouvelle profession naît. Donc il a fallu anticiper et préparer donc les jeunes à pouvoir déjà rentrer dans cette profession. C'est ce que nous avons fait toute l'année dernière. Donc nous avons préparé une nouvelle formation. Cette formation se décline de la façon suivante. Un examen d'entrée pour des candidats. Alors, jusqu'en 2022, on a encore la possibilité pour les candidats qui n'étaient titulaires que d'un Master 1 de pouvoir se présenter à l'examen. Mais pour le futur, c'est le Master 2 qui permettra l'inscription à l'examen d'entrée. Donc, nous avons eu notre première promotion qui a passé l'examen en décembre. La deuxième passera l'examen d'entrée le 5 novembre 2021. Donc, un examen d'entrée. Cet examen, donc, ouvert à des candidats titulaires de Master 2 en droit, ou exceptionnellement de Master 1 pour quelques mois encore, donc en droit, une évaluation donc des acquis sur les fondamentaux de droit nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire de justice, puis donc ces étudiants rentrent dans un institut, l'Institut de formation des commissaires de justice, vont suivre 2 ans d'apprentissage. Avec cette particularité, c'est que l'apprentissage est tutoré tant en théorie qu'en pratique, avec un maître de stage qui est formé, contrôlé, surveillé, de façon à ce qu'il puisse amener un enseignement pratique en cohérence et en harmonie avec l'enseignement théorique dispensé par des enseignants dans notre institut de formation, enseignants qui peuvent être des huissiers de justice, des avocats, des professeurs d'université, donc des commissaires-priseurs bien sûr judiciaires, des officiers vendeurs pour les ventes volontaires aussi, vous voyez, donc tout un panel relativement large, des experts comptables, voilà, pour former aux différentes matières. Donc un enseignement, je vous l'ai dit, particulièrement bien tutoré, et enfin, au terme des 2 années, un examen oral de validation des acquis, donc pour permettre de vérifier si le candidat a bien assimilé et est en capacité d'exercer la profession de commissaire de justice. Peut-être Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut créer aujourd'hui ou dans le futur même une étude d'huissier ? Alors, effectivement, votre question est pertinente parce que jusqu'à maintenant, vous savez que les huissiers de justice, en tant qu'officiers publics et ministériels, achetaient un droit de présentation pour pouvoir exercer l'activité sur des études déjà existantes. Depuis la loi Macron, la loi Croissance et Liberté, nous avons donc la possibilité d'être nommés sur des études nouvellement créées. Donc, de façon régulière, tous les 2 ans, le gouvernement présente ce qu'on appelle fait des propositions de cartes judiciaires, et l'autorité de la concurrence statue en premier lieu, donne un avis qui sera ensuite repris par le gouvernement pour dire si oui ou non des régions sont éligibles à la création donc d'études. Et cela permet à des jeunes candidats de postuler sur des créations d'office. Merci beaucoup Christine pour tous ces enseignements très pratiques. Vous nous avez bien expliqué comment se former à la profession, comment créer ou rejoindre une étude. Et on sent vraiment chez vous la passion du métier qui, semble-t-il, attire de plus en plus de femmes. En 1970, la profession d'huissier comptait 50 femmes seulement. En 2016, sur un total de 3300 huissiers à peu près, les femmes représentent plus d'un tiers de la profession. Est-ce que, à votre avis, être une femme a été un sujet de préoccupation pour gérer des situations délicates ou conflictuelles, par exemple ? Effectivement, la profession se féminise. D'ailleurs, je pense que c'est le reflet de la féminisation générale de la fac de droit. Pour moi, ce métier est parfaitement réalisable par des femmes, puisque nous sommes huissiers
peu importe, à mon sens, qu'on soit homme ou femme. L'important, je pense, réside plus dans les qualités intrinsèques de la personne pour exercer le métier. Et c'est vrai que dans ma pratique, moi qui est assez orientée terrain, ça m'a jamais posé de difficulté. J'ai l'impression d'ailleurs que les personnes qu'on rencontre voient plus un huissier qu'un homme ou une femme. En tous les cas, c'est le ressenti que j'en ai. La compréhension et l'écoute est la même que je sois homme ou femme finalement. Je rebondirais plus sur les qualités intrinsèques de la personne, en fait. Le Oui. succès réside dans la bonne communication, peu importe qu'on soit homme ou femme. La question, c'est plus dans les situations un peu difficiles ou vraiment très conflictuelles ou même parfois violentes, enfin, qu'on peut avoir. Christine en parlait tout à l'heure. Est-ce que là, vous avez ressenti même parfois une peur ou une... Non, Non, ça n'a non. jamais... Mais D'accord. je pense que là aussi, finalement, la peur sur une situation conflictuelle, elle est avant tout humaine. Et un homme n'a pas de raison d'avoir moins peur qu'une femme, ou une femme plus peur qu'un homme. C'est plus de l'individuel. Alors, en plus de se féminiser, il y a quand même une autre évolution qui est apparue, qui est celle-ci plus technologique, on va dire. Il y a eu quand même, il y a un moment maintenant, mais l'apparition d'Internet, puis les vidéos, puis les réseaux sociaux. Il y a des supports quand même très différents qui sont apparus. Quelle est la place pour vous de la technologie dans votre profession? Ça occupe vraiment notre quotidien, en ce sens que notre métier est ancré dans le quotidien. Et donc, il va suivre tout naturellement les enjeux actuels de la société. On s'accapare des nouvelles technologies. Je pense notamment à notre activité de constat, où depuis toujours, comme on constate des choses que la société vit au quotidien, on s'adapte aux supports et aux us et coutumes de la société. Donc, ça fait longtemps qu'on fait des constats sur Internet, ça fait longtemps qu'on fait des constats sur les réseaux sociaux. Et notre pratique métier s'est développée, s'est affinée, sur comment faire pour que cette preuve soit admissible devant les juridictions. C'est ça notre enjeu, en fait, quand on fait des constats. Et donc, c'est à nous, en tant que juristes, de s'accaparer du lien à faire entre la technicité juridique et la technicité et l'outil technologique. Donc ça, c'est une partie. Et puis sur une autre partie, moi, la techno, ça me fait penser à la dématérialisation de nos activités, puisque le cœur de notre activité s'adapte aussi aux évolutions technologiques et notre quotidien se dématérialise comme toutes les activités humaines aujourd'hui. Et on sait que l'un des enjeux pour nous, huissiers, ça va être de maintenir l'humain au cœur des préoccupations et au cœur du lien. Donc, vous suivez effectivement en tant que juriste de proximité les évolutions de toute la société, donc des technologies. En quoi votre métier est innovant? Est-ce que, par exemple, vous pouvez aujourd'hui signifier par drone ou je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans le futur ou est-ce que les drones ont une place aujourd'hui, par exemple, dans votre métier? Alors, ils auront une place et ils l'ont déjà, pas sur le sujet de la signification, mais sur le sujet des constatations. D'accord. Puisque dans quelle mesure on va pouvoir ou on peut constater par drone. Là, c'est un enjeu qui est intéressant en ce moment et qu'il va falloir lire à travers la jurisprudence du droit de la preuve. Claire-Vie, pour finir cet entretien, j'aimerais bien te poser la question, qu'est-ce que toi, tu aurais comme conseil ou à donner aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui? Ce que je peux conseiller aux étudiants, eh bien sûrement de ne pas hésiter à pousser la porte des études pour venir découvrir notre métier. C'est vrai que nous, à l'étude, par exemple, on accueille beaucoup d'étudiants de tous niveaux confondus. On accueille des collégiens de 3e, on accueille des étudiants de première année, de 2e, de 3e, des étudiants dans le cadre de leur stage obligatoire de 2 mois, des stagiaires qui ont besoin de réaliser un stage de 2 ans pour accéder à la profession d'huissier. Et c'est vrai que sur tous les stagiaires découvertes que l'on reçoit à l'étude, quasiment à 100%, on a des jeunes qui arrivent sans trop savoir à quoi s'attendre et qui repartent à chaque fois emballés par la découverte de ce métier. Donc voilà, ne pas hésiter à vous rapprocher des études qui sont proches de chez vous. Vous pouvez également m'envoyer des
des demandes si vous le souhaitez. Et généralement, les huissiers sont ravis d'accueillir des jeunes. Voilà mon conseil. Merci Clairvy pour ce conseil très concret et donc n'hésitez pas à aller pousser la porte des études pour découvrir ce métier d'huissier. Je ne sais pas si Christine veut rajouter quelque chose. Très heureux, je parle au nom du président Sanino et au nom du bureau de la Chambre nationale, très heureux d'avoir pu participer avec vous. Sachez que la Chambre nationale reste bien sûr à votre disposition et que tous les huissiers de justice sont là pour aider les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes parce qu'on a vraiment besoin d'eux. On souhaite une formation d'excellence, on souhaite leur donner le meilleur et on souhaite leur donner le goût à cette profession absolument exceptionnelle que nous vivons avec Clairvy au quotidien. Un grand merci à toutes les deux, Christine et Clairvy, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé surtout sur votre métier qui est vraiment en pleine évolution. Je suis sûre que ça aura permis de combattre pas mal d'idées reçues et d'a priori. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, je mettrai en description de cet épisode vos coordonnées et celles de la Chambre nationale des huissiers. Vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoutsimple.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt!